Je m'appelle Kazay, et tout ce pourquoi j'ai travaillé a commencé dans un appartement d'une chambre, avec une cuisinière cassée, un robinet qui fuyait et des manuels empilés plus haut que les meubles. J'étais la première de ma famille à entrer à l'université, noyée sous les prêts étudiants, enchaînant des quarts de travail dans un café, donnant des cours particuliers à des enfants riches qui avaient un chauffeur, et suppliant mon corps de ne pas abandonner à chaque respiration. Mais j'ai tenu bon parce que mon mémoire final devait être rendu dans 3 jours parce que c'était mon billet de sortie et parce que je n'étais jamais censée avoir un avenir. Je vivais avec mes parents, parce que je ne pouvais pas payer un loyer seul. Ils s'assuraient de me le rappeler chaque jour. Tu as 24 ans, encore là, encore en train de vivre à nos crochets comme un fichu parasite, grognait mon père, torse nu dans le salon, jetant une canette de bière vide contre le mur derrière moi. Ne t'inquiète pas, papa, disait ma sœur Savannah avec sa fausse voix d'enfant. Une fois que Kazay aura raté son petit essai, peut-être qu'elle apprendra enfin à laver les sols comme nous tous. Savannah avait abandonné le lycée 2 fois, était tombée enceinte à 17 ans, et chaque fois qu'elle touchait le fond, mes parents déroulaient le tapis rouge et appelaient ça une bénédiction. Elle avait eu une voiture. Moi, un abonnement de bus. Elle avait eu une fête prénatale. Moi, on m'avait dit que j'étais trop égoïste pour même leur donner des petits-enfants. Et maintenant que j'étais si proche de sortir diplômée major de ma promotion en ingénierie biomédicale, la haine dans la maison s'était épaissie comme de la fumée. Elle s'accrochait à ma peau. Ils ne voulaient pas que je réussisse. Je le savais. J'avais protégé mon ordinateur portable comme s'il s'agissait d'un nouveau-né. Il contenait 5 années de notes, de schémas, de rendus 3D, de brainstormings nocturnes, et mon mémoire final. Le projet portait sur des colonnes vertébrales prothétiques conçues pour les communautés rurales sans accès chirurgical. C'était brillant. Mon directrice de recherche disait que cela pouvait changer des vies. Mais rien de tout cela n'avait d'importance dans notre cuisine. Tu crois que tu vaux mieux que nous, hein? Lança mon père un soir, appuyé contre le comptoir, la chemise tachée de graisse. Tu te balades avec tes grands mots et tu tapes comme si tu allais inventer un remède contre la pauvreté. Il tendit la main vers mon ordinateur, posé en charge sur la table. Je me suis interposée. Ne le touche pas. Je suis presque à la fin. Sa main partit. Pas une gifle, une poussée qui m'envoya heurter de plein fouet le placard derrière moi. Savannah éclata de rire depuis l'encadrement de la porte, tenant son téléphone comme si elle filmait. Papa, peut-être qu'elle devrait utiliser un cahier, comme au bon vieux temps. Les ordures ne devraient pas avoir droit à la technologie. J'aurais dû la jeter dès sa naissance, marmonna mon père. Elle n'a jamais pleuré, juste fixée, comme une sangsue suçant la vie dans le silence. Je me suis relevée, j'ai attrapé mon ordinateur et je me suis détournée. Encore 3 jours, ai-je murmuré pour moi-même. Juste 3 jours. Le soir suivant, je rentrais de mon service, l'estomac creusé par la faim, le dos endolori, les poignets meurtris d'avoir versé des lattes, pour trouver la maison plongée dans l'obscurité sauf le salon. Un silence étrange rampa le long de ma colonne vertébrale lorsque j'entrai. Savannah était assise sur le canapé. Mon père se tenait derrière elle. Et mon ordinateur gisait au sol. Brisé. L'écran fendu en son milieu, le couvercle cabossé, le disque dur à moitié sorti. Je tombais à genoux. Je te l'avais dit, dit mon père. Cette maison ne nourrit pas les sangsues. Et les sangsues n'ont pas d'avenir. Je levai les yeux vers lui, la bouche sèche. Pourquoi? Il esquissa un sourire, comme si c'était une plaisanterie. Parce que tu t'es cru au-dessus de nous. Tu as cru pouvoir t'élever au-dessus de ta famille. Devine quoi? Ici, on garde les nôtres au sol. Savannah se pencha et éclata de rire. Oups! On dirait que Mademoiselle Parfaite n'a plus rien à rendre maintenant. Tu aurais dû sauvegarder sur le cloud, génie. Je ne criais pas. Je ne pleurais pas.
Je restais simplement assise là, à écouter le son de ma propre respiration secouée. 2 options s'offraient à moi. Céder. Ou reconstruire quelque chose de plus fort à partir des cendres. Mais pas encore. Je me levais lentement. Mes genoux pliaient, mes bras tremblaient. Mais je ramassais ce qu'il restait de mon ordinateur. Je ne dis pas un mot. Ni une insulte. Ni un sanglot. Rien. Mon silence mit Savannah mal à l'aise. Elle voulait une réaction. Oh, allez, ne deviens pas muette maintenant, dit-elle. Ne joue pas la reine du drame. Tu ne saignes même pas. C'est alors que je levai les yeux et que je souris. Pour la première fois depuis des semaines. Parce que je savais quelque chose qu'elle ignorait. Parce que mon projet ne vivait plus dans cet ordinateur. Il vivait dans ma tête, dans chaque croquis mémorisé, dans chaque calcul gravé sur mon cerveau par des nuits sans sommeil. Je pouvais le reconstruire. Mais je ne reconstruirais pas seulement mon projet. Je reconstruirais tout. Et il regretterait un jour d'avoir posé la main sur moi. Le lendemain matin, je partis sans un mot. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais besoin de silence pour réfléchir. Il pensait que j'allais disparaître, que j'allais courir chez un professeur pour pleurer une extension, ou que j'allais m'effondrer comme Savannah le faisait à chaque fois qu'elle n'était pas choisie au cheerleading. Mais je marchais droit vers le bâtiment des laboratoires de l'université. Mes doigts étaient encore meurtris d'avoir essayé de sauver les fragments de mon mémoire, mais j'avais plus que ce qu'ils croyaient. J'avais des sauvegardes partielles dans le serveur de simulation de l'école. Pas le mémoire complet, mais la structure, les plans du prototype de colonne vertébrale, assez pour ressusciter quelque chose de puissant. Le docteur Ellis, ma directrice, leva les yeux quand j'entrai dans son bureau. Elle plissa les yeux, vit l'enflure au-dessus de ma tempe là où l'ordinateur m'avait frappé, et son visage se décomposa. Oh mon Dieu, Casey, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je secouai la tête. J'ai juste besoin d'un accès au laboratoire cette semaine. Je réécris mon mémoire. Elle me fixa un long moment avant de répondre. Il te reste 72 heures. C'est largement suffisant. Je mentis. Les 2 jours suivants, je ne dormis pas. Je vécus dans ce laboratoire. Je reconstruisis tout ce que je pus de mémoire, la physique structurelle, les applications médicales, les simulations visuelles. Je ne réécrivis pas seulement. J'améliorais. Au 3e jour, mes mains étaient engourdies par la modélisation et le codage. Mes cheveux emmêlés. Ma chemise sentait le café brûlé et la peur. Mais je remis mon mémoire. Puis je m'effondrai sous le bureau et dormis 6 heures. Quand je me réveillai, j'avais 24 appels manqués. Tout de Savannah. 2 de mon père. Je n'y répondis pas. À la place, je sortis du labo et allai droit dans un motel miteux du centre-ville. Mon dos me faisait mal. Mes yeux pulsaient. Mais je l'avais fait. Puis vint le jour de la soutenance. J'entrai dans la salle où chaque étudiant défendait son travail devant un jury de professeurs, de médecins et d'experts invités de l'industrie. La plupart des étudiants portaient des costumes impeccables et des talons. Moi, j'avais un pull noir troué aux manches. Mes chaussures étaient éraflées. Ma voix se brisa quand je me présentai. Mais quand je lançai la première diapositive, tout changea. Je parlais comme quelqu'un qui l'avait vécu, pas étudié. J'expliquais comment les colonnes vertébrales prothétiques étaient inaccessibles dans les zones rurales et défavorisées. Je détaillais les polymères, les charnières ajustables, l'efficacité des coups. Je montrais des animations, des projections. Puis je terminais par la diapositive la plus importante. Un dessin que j'avais fait à 2 heures du matin dans ma chambre de motel, griffonné dans un coin de serviette, puis numérisé. Il représentait une petite fille, maigre comme un bâton, debout dans un couloir d'hôpital, vêtue d'une blouse en papier et d'un appareil mécanique le long du dos. La salle devint silencieuse. Puis les applaudissements éclatèrent.
Je n'avais pas seulement réussi. J'avais remporté le prix d'excellence du doyen. Mon nom fut ajouté au tableau des boursiers en recherche. Mais je n'étais toujours pas rentré chez moi. Pas avant 3 jours. Quand je franchis la porte, Savannah était dans la cuisine, les bras croisés, les yeux rougis, son téléphone tremblant dans sa main. Tu m'as fait passer pour une idiote. Hurla-t-elle. Je clignai des yeux. Quoi? Elle me plaqua son téléphone sous le nez. Tu sais ce que ça fait d'avoir ses amis qui t'identifient sous un poste universitaire? Ta sœur est un génie. OMG, on adore Kazay. Tu crois que ça fait de moi à quoi? Chômeuse, répondis-je doucement. Elle bondit vers moi, mais je reculai. Touche-moi, murmurai-je, et je te fais arrêter. Cela l'arrêta. Non parce qu'elle me croyait, mais parce que je n'avais jamais dit une chose pareille. Alors mon père surgit. Où diable étais-tu? Je me tournai lentement vers lui. À gagner? Il ricana, le visage rouge. Cette maison se fout de tes trophées? Tu vis encore ici, tu respires encore notre air, tu manges encore notre nourriture. C'est à ce moment que je lui tendis une enveloppe. Il l'ouvrit. Un chèque. 10 000 $. C'est quoi ça? Aboya-t-il. Le loyer, répondis-je. Pour les 2 dernières années, chaque mois ajusté pour les charges, impôts inclus. J'ai même calculé vos dépenses d'épicerie. Il me regarda comme si je parlais latin. Et maintenant, dis-je, tu ne diras plus jamais que je te dois quoi que ce soit. Je pris mon vieux manteau accroché près de la porte. Ma mère apparut dans l'ombre du couloir. Elle n'avait rien dit, comme toujours. Observant, comme si elle n'avait jamais participé à la cruauté. J'ai une offre d'emploi, annonçai-je. Conception médicale, 6 chiffres, avantage complet. Où? Cracha Savannah. Je souris. À l'autre bout du pays. J'attendis pas. Je sortis, montai dans un taxi. À travers la vitre, je vis Savannah claquer la porte d'entrée et mon père renverser une chaise comme un gamin privé de jouets. Mais ce n'était pas fini. 3 semaines plus tard, je leur envoyai quelque chose. Un colis. Petit, marron. Étiqueté en grosses lettres noires, de la part de votre sensu. À l'intérieur, mon premier article médical publié, mon prototype, désormais financé par la recherche. Scotché à la couverture, un post-it. Vous avez brisé mon avenir, alors j'en ai bâti un autre. Ils ne répondirent pas au colis. Bien sûr que non. Les gens comme eux, ceux qui se nourrissent de ton silence et s'étranglent quand tu parles, ne savent jamais quoi faire quand tu t'élèves. Ils attendent ton échec, ta prochaine excuse, ton prochain s'il vous plaît. Mais rien de tout cela n'arriva. 6 mois passèrent. Puis, un matin, alors que je buvais un café noir dans mon nouvel appartement, celui avec des baies vitrées donnant sur la vraie vie, pas sur le plafond étouffant de cette maison, je reçus un appel. Numéro inconnu. Je ne répondis pas. 1 minute plus tard, une notification de messagerie vocale. C'était Savannah. Sa voix était aiguë, haletante, comme si elle avait couru. Kazay, papa a perdu son travail. Maman est malade. Vraiment malade, pas en train de simuler pour un drame. Je sais qu'on n'a pas été tendre avec toi, d'accord. Mais tu dois revenir. On a besoin de toi. Rappelle-moi, je t'en supplie. Je l'écoutai une fois. Puis j'effaçai le message. La semaine suivante, je reçus un mail de mon ancien lycée. Un professeur, qui autrefois m'avait jugée trop distraite, voulait que je prenne la parole lors de la journée « Femmes en sciences ». J'ai presque décliné. Mais quelque chose me dit que c'était la suite logique. Le dernier rebondissement. J'arrivais dans une robe noire sobre, tenant seulement une clé USB et un sourire calme. On m'appelait désormais Dr Kazay Monroe. Pas l'étrange. Pas la fille qui parle trop en physique.
pas celle dont la famille ne se montre jamais. Quand je montai sur la scène du gymnase, mes yeux balayèrent la deuxième rangée. Et ils étaient là. Maman, Savannah, même papa. Je ne leur avais pas dit que je venais. Quelqu'un avait dû partager l'affiche. Ou peut-être que Savannah suivait toujours mon nom comme on traque un fantôme qu'on espère ne jamais voir revenir. Maman paraissait plus âgée. Ses cheveux étaient grisonnants, plus teints pour ressembler à ceux de Savannah. Papa avait pris du poids, mais semblait rétréci. Et Savannah, elle avait l'air creuse. Pas brisée. Juste vide, comme si elle n'avait plus personne à surpasser. Je ne sciais pas. J'ouvris mon discours. Bonjour. Je m'appelle Dr Casey Monroe. Quand j'avais 17 ans, on m'a dit que je n'étais pas faite pour la brillance. Que ma créativité me rendait dispersée. Que poser des questions me rendait difficile. Que me démarquer me rendait moins que les autres. Je fis une pause. Mes yeux passèrent au-dessus d'eux, vers les filles assises dans la salle. Ce qu'on ne m'a pas dit, c'est que ces choses-là étaient une force. Que les gens qui essaient de vous faire sentir petite sont souvent terrifiés par ce que vous deviendrez quand vous réaliserez enfin à quel point vous êtes grande. Applaudissements. Savannah se tortille sur sa chaise. Papa se gratta la nuque. Je continuai. Quand je préparais mon mémoire, quelqu'un l'a détruit. Physiquement, écrasé. On a essayé de me convaincre que je n'en sortirais jamais, que mon avenir était jetable. Je l'ai reconstruit en 72 heures. Pas parce que je suis spéciale, mais parce que Jean avait fini de laisser les autres écrire ma fin. Je n'avais pas besoin de dire des noms. Ils savaient. Je conclus le discours, serrai des mains, pris des photos avec des petites filles tenant des kits scientifiques et des carnets de croquis. Quand je quittai le bâtiment, ils m'attendaient tous les trois près du parking. Savannah semblait au bord des larmes. Maman prit la parole la première. Casey, chérie, on peut parler. Je la regardai. Vraiment regardai. Et pour la première fois, je ne vis pas une mère. Je vis une femme qui avait laissé sa fille être traitée comme un déchet parce que cela faisait briller son enfant préféré. Non, répondis-je simplement. Papa fit un pas en avant. On avait tort, mais les familles réparent les choses. Je le fixai, puis sortis une petite clé USB de ma poche. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il, fronçant les sourcils. Mon nouveau brevet. Il sera produit l'année prochaine. Je veux que tu vois à quoi ressemble un avenir qui vaut plus que tout ce que tu as jamais eu. Ses mains tremblaient tandis que je me détournais. Je suis désolée, cria Savannah. D'accord, j'étais jalouse. Je le suis encore. Tu es devenu ce que je n'ai jamais pu être. Je ne m'arrêtai pas. Je murmurai simplement, sans me retourner. Tu avais mes parents. Tu avais la maison. Tu avais leurs mensonges. Et malgré ça, j'ai gagné. Cette nuit-là, j'allumai une simple bougie dans mon appartement. Pas de fête. Pas de bloc de vengeance. Pas d'articles dans les journaux. Juste la paix. La vengeance n'était pas de les voir souffrir. C'était de savoir qu'ils passeraient le reste de leur vie à se souvenir du jour où j'avais cessé de supplier et commencé à construire. Le jour où la sangsue avait cessé de se nourrir et était devenue le remède.